Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. L'invité politique Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise. Elle est l'invitée de Jean-François Aquili. Madame, monsieur, c'est à vous. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. C'est devenu un sujet de société. Faut-il un grand plan de climatisation pour faire face à la canicule ? Je pense qu'il faut partir du début. On est à 5e, 6e jour d'affilée. On suffoque littéralement au sens propre comme figuré. Chaque jour bat un peu plus les records. Je crois que la nuit dernière a probablement battu encore un nouveau record. Et prendre la question de la canicule par le bout de la lorgnette de la clim, je pense c'est se tromper de débat. Allez dire ça aux gens qui crèvent de chaud chez eux. Non, c'est ce que j'allais dire. Laissez-moi finir. J'allais dire, évidemment, tout le monde rêve d'avoir la clim chez soi. Tout le monde rêve de pouvoir mieux dormir la nuit. Mais on va pas se raconter d'histoire, penser qu'on va répondre à la crise climatique avec une solution technologique qu'est la clim, c'est se fourvoyer. Donc en attendant, bien sûr qu'il faut climatiser les EHPAD, faut climatiser les écoles, faut climatiser les hôpitaux, mais la question climatique doit se prendre dans son ensemble, dans son intégralité. Mais il y a la question du droit du travail, le droit de retrait pour les travailleurs qui sont soumis à des conditions climatiques dantesques, la question de la réquisition des logements vacants pour les sans-abri, et plus généralement la question de la rénovation thermique des logements. Je veux dire, on peut se poser la question de la clim autant qu'on veut, mais le même jour, hier, le gouvernement a quand même proposé de remettre en location des dizaines de milliers de passoires thermiques. C'est ça la proposition du gouvernement. Ça va être quoi l'étape d'après ? On va nous proposer un numéro vert pour régler la question climatique. Au salon Vivatech dit, il faut surtout pas faire ça, c'est ce que vous dites ce matin, climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts, dit-il. Je ne mets pas mon gosse là où il y a de la clim du matin au soir, ça vous détruit les sinus. C'est pas un sujet léger quand même. Quand vous voyagez beaucoup, vous êtes députée européenne, passez votre temps à voyager dans des pays, la clim est généralisée, ça ne pose pas de problème. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est un sujet de religion chez nous à chaque fois. Non. Justement, moi j'essaie d'avoir une approche assez pragmatique quand je vous dis qu'il faut climatiser les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, là où il y a le plus besoin. Pas les gens chez eux. Je dis juste qu'on ne va pas régler la question de cette manière-là. Penser aujourd'hui qu'on peut continuer comme dans le monde d'avant avec le bon produit, c'est se tromper. Est-ce que si on met des clims de partout, il y aura plus d'épisodes climatiques dantesques ? Non. Et qu'est-ce que vous faites quand les gens crèvent de chaud chez eux ? Je veux bien, j'entends, je suis comme vous, je suis d'accord avec vous, on peut mettre de la clim partout, mais qu'est-ce que vous faites quand les gens crèvent de chaud chez eux ? Il y a bien un moment donné où il faut mettre de l'air frais. Il y a plein de trucs qu'on peut faire et qui ne sont pas faits et pas aidés par le gouvernement. C'est bête, je viens du sud de la France. Dans le sud de la France, il y a des volets dans quasiment tous les logements. C'est absolument pas le cas, par exemple à Paris ou dans le nord. Vous baissez vos volets à Paris, vous crevez de chaud. Ça ne marche pas. Vous gagnez 2 ou 3 degrés, par exemple. Et ensuite, il y a un vrai truc. Les bouilloires thermiques, c'est le fruit de quoi ? C'est le fruit de logements qui ne sont pas rénovés. Et je le dis, les politiques du gouvernement en matière climatique de ces dernières années ont été criminels. Quand vous avez divisé par 4 le montant du fonds vert qui sert à rénover notamment thermiquement les écoles, quand vous avez baissé de 800 millions d'euros ma prime rénov', oui, le gouvernement a mené des politiques climatiques qui sont aujourd'hui mortifères. Et donc, ces programmes de rénovation ne suffiront pas à faire en sorte que les gens puissent supporter la vie chez eux. Il est là le problème. Ça contribue à y participer. Ça contribue à y participer. Quand vous vivez aujourd'hui sous les combles d'un appartement à Paris, ou quand vous vivez dans un appartement qui est largement rénové, la différence de température peut aller de plusieurs degrés à presque 10 degrés. Donc vous êtes défavorable à une climatisation générale comme ça existe à Singapour, aux États-Unis, comme vous voyez ça en Espagne, en Italie, des clims partout. Je dis que chez nous, quand bien même on ferait ça, on ne réglerait pas le fond du problème. Parce que vous devriez quand même sortir dans la rue et il ferait super chaud. Vous auriez quand même des transports qui tomberaient en panne au vu de la chaleur. Et donc, il y a 2 choses à faire face à l'urgence climatique. Il y a
les mesures immédiates à prendre pour pouvoir survivre. Et puis il y a ensuite comment on lutte plus généralement contre le réchauffement climatique. Et là, pardon de le dire, là aussi les politiques du gouvernement n'ont absolument pas été à la hauteur. Quand on a investi dans les énergies fossiles et qu'on a refusé d'investir dans les énergies renouvelables, quand on a refusé de mettre, de rénover thermiquement les logements, et je peux vous faire une liste qui est extrêmement longue, parce qu'on n'est pas tous égaux face au réchauffement climatique et parce que la responsabilité n'est pas la même du monsieur tout le monde et des personnes les plus riches dans notre pays. Le nucléaire, source d'énergie électrique, pour vous, n'est pas la solution non plus ? Comment on fait le nucléaire quand on a aujourd'hui des cours d'eau qui sont réchauffés comme jamais ? Donc, alors s'il n'y a pas de nucléaire, s'il n'y a pas de chimie, on fait bien, on va tous mourir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de nucléaire. Oui. Je vous pose juste une question très pragmatique. Là aussi, vous voyez, face à l'urgence climatique, il faut être pragmatique. Comment on fait quand on a des cours d'eau qui sont réchauffés et que on doit mettre des réacteurs nucléaires à l'arrêt ? Parce que pour que tout le monde comprenne bien comment marchent des réacteurs nucléaires, ça prend de l'eau dans des cours d'eau et ça les rejette. Et ça rejette de l'eau qui est réchauffée. On n'a pas trop le temps, mais ce que je vous pose comme question, oui, pour le mix énergétique, nous sommes d'accord, mais vous dites non à beaucoup de solutions, vous dites non à la clim, non au nucléaire, non à tout, mais ça, les gens ont chaud. Je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je dis ce matin, alors on va faire de la pédagogie, je peux le répéter. Mais ce que je dis, c'est beaucoup de solutions qui sont extrêmement concrètes et pratiques. Pour la rénovation thermique des logements, pour le bâti qui est ancien. Il faut avancer sur tous ces sujets. Pour l'énergie, on doit avancer vers les énergies renouvelables, a fortiori quand on voit la dose de soleil qu'on a eue ces dernières années, et qui est beaucoup plus fiable que l'énergie nucléaire. Est-ce qu'on va en sortir du jour au lendemain, l'énergie nucléaire ? La réponse est non. Évidemment qu'on ne peut pas sortir de l'énergie nucléaire du jour au lendemain, et en même temps, dans les jours qui viennent, on va devoir mettre à l'arrêt des centrales nucléaires. Manon Aubry, vous avez évoqué le droit de retrait climatique pour les salariés. Déclaration de Jean-Pierre Farandou, on ne va pas mettre le pays à l'arrêt parce qu'il fait 30 degrés, a dit le ministre du Travail. Il faut s'adapter, dit-il. Il y a des préfets qui peuvent prendre des dispositions localement sur les chantiers et autres. Vous voulez, vous, un droit de retrait climatique ? Dans beaucoup de pays chauds, les gens travaillent. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'adapter à la chaleur, plutôt que de s'arrêter de travailler ? Monsieur Achilli, vous avez le privilège, et c'est tant mieux, de pouvoir travailler dans un studio qui est climatisé. C'est le cas aussi pour beaucoup de salariés dans le privé, dans des bureaux, mais c'est pas le cas pour beaucoup de travailleurs. Et je voudrais avoir une pensée ce matin, par exemple, à Daniel, qui est mort sur un chantier il y a quelques semaines, la première vague de canicule, et c'est le résultat d'une impréparation en matière de droit du travail. Et donc oui, quand il fait un certain nombre de degrés, les salariés devraient pouvoir avoir le droit de se retirer et que le travail chez les agriculteurs qui nous appellent tous les jours, ils travaillent plutôt très tôt le matin et s'arrêtent en journée. Ils s'adaptent. Que des types de métiers arrivent à s'adapter, c'est tant mieux. Mais vous avez aussi des métiers qui travaillent à l'extérieur. Vous pouvez penser, je sais pas, des serveurs qui sont en train d'aller sur les terrasses et servir dans ces conditions-là, jusque dans le monde du bâtiment où parfois les préconisations ne sont pas toujours respectées. On travaille très tôt le matin et on s'arrête ensuite sur notamment les charpentes et couvertures. Combien d'accidents du travail vous avez eu ces dernières semaines liées à la chaleur ? Je vous redis, il y a eu plusieurs décès sur des chantiers et ça, ce n'est pas normal. Et donc, c'est bien la démonstration que le droit du travail n'est pas encore suffisamment adapté aux conditions climatiques. Manon Aubry, tout autre... Vous alliez m'appeler Martine, hein ? Non, c'est sérieux ? Manon Aubry, non, je pense pas. Tout autre sujet à présent. Je voudrais revenir ce matin sur l'hommage à Marc Bloch. Il y a cette photo au Panthéon de Suzette Bloch, la petite fille de Marc Bloch, avec Jean-Luc Mélenchon, une partie de l'appareil LFI, tout sourire. Ma question ce matin, c'est quel est le sens de cette photo ? Est-ce que c'est une sorte de brevet de respectabilité ? Est-ce que cette photo, prise à ce moment, à cet endroit, après l'hommage, devant les portraits de Marc Bloch et Simone Vidal, est censée vous laver de tout soupçon d'antisémitisme ? Que vient faire l'antisémitisme là-dedans ?
Est-ce que nous avons été condamnés une seule fois dans notre vie pour antisémitisme? Nous étions là, comme de nombreux parlementaires d'ailleurs étaient là, pour rendre hommage à Marc Bloch, qui est un résistant qui fait honneur à la France et à qui la patrie est désormais reconnaissante avec sa panthéonisation. Nous sommes là aussi à l'invitation de la famille, et donc je ne vois pas ce que cette polémique indécente vient faire ici. C'est un peu une captation politique. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est rendre hommage à un résistant, c'est une captation politique pour vous ? Qu'un parti politique s'affiche en groupe devant la photo du résistant en question, c'est une forme de détournement politique d'un instant qui est censé être universel. Un hommage au Panthéon est un hommage universel. Ou peut-être c'est une façon de lui rendre hommage aux côtés de la famille qui nous a invités et qui a souhaité que nous soyons présents. Donc pour vous, c'est tout à fait normal. Bien sûr. Oui. Pour être honnête, je ne comprends même pas le sens de la polémique, et je pense qu'elle est indécente parce que aujourd'hui, elle vient précisément polluer un hommage qui devrait être national. Je comprends que le Rassemblement national ait été un peu vexé de ne pas avoir été invité à cette. Vous n'aviez pas été invité pour l'hommage à Badinter, de la même façon. Hommage, et je crois que la famille n'a pas la mémoire courte et se souvient de qui le Rassemblement national sont les héritiers, à savoir les héritiers des Waffen-SS qui ont créé le Rassemblement national. La panthéonisation de personnalités n'a pas vocation universelle. Il faut qu'un parti politique s'affiche à ce moment-là. Non, là, en l'occurrence, vous savez comment marche la panthéonisation. La petite fille de Marc Bloch l'a raconté. Elle a été contactée par les services du protocole de l'Élysée. Il faut l'accord de la famille. Et la famille a donné son accord à certaines conditions en disant, bien sûr que l'hommage, la patrie, la nation peut rendre hommage à Marc Bloch, mais elle ne peut pas le faire aux côtés de ceux qui l'auraient fusillé hier. C'est aussi simple que cela. Manon Aubry, vous êtes députée européenne de la France Insoumise. Parlant d'immigration, il y a ce phénomène de la création de hubs de retour. Sarah Knafo, vous avez écrit sur X, Sarah Knafo ne fête pas la Coupe du Monde, elle fête la déportation massive de familles et d'enfants. Vous dites c'est la honte parce que au fond la décision prise au niveau du Parlement européen a été saluée par une partie de la droite européenne, de l'extrême droite européenne. Ce mot déportation, il est un petit peu superflu, non ? Là encore, pardonnez-moi, mais déportation, nous pensons tous à la Shoah. Vous savez de quoi on parle avec ce texte, ce règlement retour qui a été en effet célébré telle la Coupe du Monde par la droite et l'extrême droite, au son de send them back, ce qui veut dire renvoyer-les chez eux. Donc on a des parlementaires qui s'esclavent dans l'hémicycle, qui chantent renvoyez-les chez eux, parce que ce texte crée de ce qu'on appelle des centres de retour, dans lesquels pourront être envoyés des enfants, des mineurs non accompagnés, dans des pays dans lesquels ils n'ont jamais mis les pieds. Vous prenez par exemple une jeune Afghane qui fuit les talibans, pourrait être envoyée en Albanie sans avoir jamais mis les pieds dans ce pays. C'est contraire au droit international, c'est contraire aux conventions de Genève, et ce texte, je le dis en toute solennité, fait de l'arsenal européen l'arsenal le plus répressif et le plus inhumain en matière migratoire, et pire encore, il prend modèle sur l'ICE américain en ouvrant la possibilité de raids dans des écoles. On va aller arrêter des enfants dans des écoles. Voilà de quoi ce texte est réellement le nom. Manon Aubry, d'accord, mais le retour des clandestins, c'est la Shoah. À vos yeux, ce mot déportation me titille. Le mot déportation est un mot qui est utilisé en anglais, deportation, c'est le mot exact qui est utilisé dans le texte. C'est le mot exact qui est utilisé. Le souvenir de la résistance. C'est le mot exact qui est utilisé dans le texte, et donc il est utilisé dans une forme de franglais, deportation en anglais, déportation en français. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui devrait davantage vous scandaliser, Jean-François Aquili, ce matin, c'est pas tant l'utilisation de ce mot que le fond de ce texte. Vous savez que le président de la République un texte qui est inhumain, est opposé à ce que la France mettent en place des centres de retour. Sauf que ces parlementaires l'ont voté. Nathalie Loiseau a commencé par elle. Mais vous saluez quand même la position de Non, je ne salue pas la position du gouvernement qui à aucun moment n'a bataillé contre ce texte qui est inhumain et dont ces parlementaires, une grande partie de ces parlementaires l'ont voté au Parlement européen. Donc non, je ne salue pas un texte qui est inhumain, contraire au droit international. Et vous ne saluez pas la position du président de la République là-dessus, qui est la même que la vôtre. Moi, ce que je saluerais, c'est si demain ces centres de retour n'existaient pas, si demain des
ces enfants n'étaient pas arrivés dans les écoles. Il se trouve que le gouvernement n'a rien fait contre cela. 2027, Marine Le Pen fixée le 7 juillet. Est-ce qu'elle serait pour vous un adversaire plus difficile? La question a été posée ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce qu'elle serait pour vous un adversaire plus difficile si d'aventure elle était, on va dire, n'était pas empêchée de se présenter que Jordan Bardella? Pour moi, c'est la même chose. Ils défendent le même programme, qui est un programme raciste et xénophobe. Vous avez peut-être vu ces images qui ont assez peu fait parler dans les médias, et je suis assez surprise de jeunes qui crient Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Voilà l'état d'esprit, la philosophie globale. Ça a été condamné par hier Julien Audoul, qui était à votre place ici. Il a totalement condamné la chose. Il dit ce n'est pas nous, c'est une condamnation totale. J'entends bien, mais c'est la banalisation des idées racistes par ce parti d'extrême droite qui aujourd'hui conduit à ce type de slogan. Vous n'auriez jamais ce type de slogan avec Jean-Luc Mélenchon dedans. De la même façon, vous avez été accusé, vous, à LFI, de votre action en soutien à Gaza, d'avoir libéré, si vous voulez, une forme d'antisémitisme. À quel moment certains de nos partisans ont défendu l'antisémitisme? Je pense qu'il faut être précis et qu'en politique, chaque Non, vous évoquez un climat. Laquelle de mes paroles ce matin, comme à chaque fois que vous m'avez entendu, à développer l'antisémitisme. Et je vous le dis, ce 2 poids 2 mesures est insupportable. Donc le Rassemblement national véhicule ces idées qui divisent la société, véhicule des idées qui divisent la société tant par l'origine que l'origine sociale. Il vous est reproché, vous, la même chose sur l'antisémitisme. Mais par qui laquelle de mes paroles? C'est trop facile de jeter à la vindicte populaire un mouvement politique comme le mien quand vous n'avez absolument aucun fait pour l'étayer. Vous voulez que je vous cite la liste des paroles racistes qui ont été tenues par des responsables du Rassemblement national? Donc vous voyez, c'est un peu facile de dire ah non, surtout pas quand je vous donne des exemples précis, et ensuite de mettre un signe égal entre la France insoumise et l'antisémitisme. Ce que vous faites, je vous le dis, ça porte un nom, c'est insupportable. Vous parlez d'action atmosphérique. On vous reproche de façon atmosphérique par l'antisionisme. Laquelle de mes paroles? Mais je ne parle pas de vous, je parle de la France insoumise en général. Laquelle des paroles de mes collègues de la France insoumise? Laquelle? Je vous parle du climat politique dans ce pays. Donc laquelle? Vous voyez, vous êtes un petit peu à court quand on vous dit soyez précis et arrêtez de relayer cette espèce de campagne qui est menée contre la France insoumise. Vous avez un responsable politique à votre place hier qui condamne la chose, prenez acte de la condamnation. Mais quand le Rassemblement national prône une hiérarchie entre les Français, par exemple entre les Français qui sont binationaux et les Français d'origine, vous ne croyez pas que ce type de comportement-là, de position-là, ne conduit pas à des comportements racistes? Donc, moi, ce que j'aspire en 2027, c'est à faire campagne sur le fond et sur un programme. Sur le fond et sur un programme, et je vais faire campagne contre le Rassemblement national, précisément sur leur volonté de trier les Françaises et les Français en fonction de leur origine, en fonction aussi de leur niveau de patrimoine, parce que je n'oublie pas que Jordan Bardella en particulier est celui qui défendra les plus riches dans notre société et qui sera une forme de relais du macronisme en la matière. On le voit sur la réforme des retraites, où tout d'un coup le Rassemblement national est pour la retraite à 64 ans. On le voit sur leur opposition à l'augmentation du salaire minimum. Vous voyez, cette bataille, on va la mener front contre front, projet contre projet, et j'espère sans les anathèmes que j'ai pu entendre ce matin encore. Et le RN sera votre principal adversaire? De facto, dans les sondages, ce sont ceux qui sont les plus élevés aujourd'hui. Mais nous sommes prêts à affronter n'importe quel candidat au second tour, que ce soit un candidat issu du bloc macroniste ou du Rassemblement national. Mais je pense que pour notre pays, ils sont le plus grand danger, oui. Merci à vous. Merci Manon Bry, vous étiez l'invité de Jean-François Aquili. Mais je voudrais vous poser une question, parce qu'on a beaucoup parlé canicule au début de cet entretien, et vous aviez l'air de dire, bah oui, il faut climatiser. Maintenant, on sent quand même une évolution dans le discours de votre camp, même si vous dites ça n'est pas la seule réponse à ce qui se passe et à la canicule, et ça on l'a bien compris. Mais en juin 2017, Jean-Luc Mélenchon rejetait totalement l'idée de climatiser les salles de classe avec les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il a évolué sur cette question-là? Les jeunes, c'est une bonne partie de votre électorat, et en ce moment même, les jeunes vont passer des examens. Vous préférez qu'ils passent les examens suants, ou quand même avec quelques appareils climatisés pour qu'ils puissent réfléchir sereinement? Le problème, c'est que depuis 2017, on a perdu un temps fou. Et notamment... Manon Bry, vous répondez pas à ma question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait raison de dire ça en 2017? Je vous explique pourquoi il a dit ça en 2017. Nous sommes maintenant un certain nombre d'années plus tard, 9 ans plus tard, et en l'occurrence, on a perdu un temps flou.
à la fois dans la lutte contre le changement climatique, qui fait que la vitesse à laquelle le réchauffement climatique s'opère est beaucoup plus rapide. Moi, quand j'étais petite... On aurait peut-être moins de problèmes aujourd'hui si on avait décidé il y a 10 ans, et notamment une bonne partie de la classe politique, de climatiser. On est très en retard en France. Si on avait décidé il y a 10 ans de mettre les moyens pour lutter contre le changement climatique, parce qu'il y a 10 ans, on avait un épisode de réchauffement climatique tous les 2 ans, et maintenant on en a 4 par an. Donc quand je vous dis que la politique et l'abandon du gouvernement macroniste en matière climatique vous est ne parlez que du gouvernement macroniste, mais vous ne voulez pas parler de la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Pardon, mais j'ai pas été au pouvoir. Oui, mais je vous pose la question sur Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon avait été au pouvoir en 2017, il n'aurait pas climatisé les salles de classe, c'est ce qu'il a dit. Il aurait agi pour limiter le réchauffement climatique et qu'on ne connaisse pas ces épisodes. 2, il n'aurait pas divisé par 4 les fonds, et notamment le fonds vert qui sert à la rénovation thermique des bâtiments. Et aujourd'hui, ces bouilloires thermiques, c'est aussi la responsabilité de celles et ceux qui n'ont pas voulu faire les investissements dans ces écoles. Et ensuite, là, à l'instant où on est face à des bouilloires thermiques, des bâtiments qui ne sont pas rénovés, bien sûr qu'il faut climatiser tous les bâtiments qui sont... Donc le discours depuis 2017 a évolué. Pardon, mais les macronistes nous ont fait perdre un temps fou en ne prenant pas à bras le corps la question climatique. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Manon Aubry d'avoir été l'invité de Jean-François Aquili. Et Jean-François, vous revenez tout à l'heure justement pour parler de climatisation, parce que c'est aussi un sujet politique, on l'a bien compris. 8h36 sur Sud Radio.